Salut les petits clous, bienvenue dans Les Pieds dans le Pad. En 2002, Le Seigneur des Anneaux les deux tours marque les joueurs PS2 avec son action efficace et son ambiance directement héritée des films. Derrière le jeu, on retrouve Stormfront Studio, un développeur qui va pourtant disparaître des radars de la licence. 2 ans plus tard, le studio revient avec Demon's Stone, édité cette fois-ci par Atari. Même équipe, même ADN, mais sans la contrainte de suivre la trame d'un film. Stormfront recycle son savoir-faire et signe un heroic fantasy plus libre, plus sombre, presque un Seigneur des Anneaux original. Un jeu Donjons et Dragons passé sous les radars, sorti à une époque où la PS2 croule déjà sous les blockbusters. Pour le scénario, c'est Robert Anthony Salvatore, figure majeure de la fantasy moderne, épaulé par un casting vocal impressionnant pour la version anglophone, avec Patrick Stewart et Michael Clarke Duncan, bien décidé à donner une vraie dimension épique au projet. C'était le désir d'Atari, prouver que Donjons et Dragons n'est pas qu'une affaire de statistiques et de tour par tour. Atari veut un jeu d'action fun, immédiat et spectaculaire, capable de rivaliser avec les productions cinéma de l'époque et de séduire aussi bien les lecteurs de fantasy que les amateurs de hack and slash, mais aussi, et bien sûr, surfer sur la vague Lord of the Rings. Si tu veux rejoindre notre guilde d'aventuriers et ne manquer aucune de mes futures explorations, scelle ton serment en t'abonnant à la chaîne. N'oublie pas de jeter un dé de 20 sur le pouce bleu pour nous donner l'avantage au prochain combat, active la cloche des notifications pour être averti dès qu'un nouveau portail vers le passé s'ouvre et loot ton commentaire pour me dire si Demon's Stone doit reprendre vie ou doit-il rester coincé dans le grimoire des jeux oubliés. Ladies and gentlemen, start your engines. Mais oui, je vois ce que vous voulez dire. Même si cela fait 1 siècle que je n'ai pas craint leur évasion. Ce sont 2 extérieurs, des créatures venues d'autres plans. Igorl, le grand Slad, et une générale Githyanki nommée Sireka. Ils s'affrontent dans les plans de notre univers, cherchant chacun à envahir notre monde, et s'empêchent l'un l'autre d'y parvenir. Je les ai affrontés dans Rollinswood, sachant que si l'un d'eux était vainqueur, son armée ravagerait tout Faerûn. Aussi les ai-je enfermés dans une pierre à démons, où ils lutteront pour l'éternité. Mais vous venez me dire qu'ils sont libres, qu'ils ont déjà ravagé des villages. Il faut les arrêter, s'il n'est pas trop tard. L'histoire de Demon's Stone s'inscrit dans la plus pure tradition de l'heroic fantasy. On y suit 3 personnages au profil très différent, forcés de s'allier pour empêcher le retour d'un ancien mal. Le scénario pose rapidement ses enjeux et installe un univers sombre et sérieux avec des thèmes classiques mais efficaces. La rédemption, le poids du passé et la lutte contre une menace ancestrale. Le lore est solide, crédible et donne immédiatement l'impression d'évoluer dans un vrai monde Donjons et Dragons. L'un des grands points forts de l'histoire, c'est justement cette volonté de proposer un récit original, détaché de toute adaptation. Contrairement aux jeux sous licence cinéma, Demon's Stone n'a pas à suivre une trame imposée, ce qui lui permet de prendre son temps pour développer ses personnages et leur dynamique de groupe. Cependant, cette narration n'échappe pas à quelques défauts notables, à commencer par sa structure extrêmement linéaire qui ne laisse aucune place à l'exploration ou aux choix moraux pourtant chers à l'univers Donjons et Dragons. L'intrigue reste assez prévisible pour quiconque connaît un minimum la fantasy et les rebondissements manquent parfois de surprise. Le jeu pose des bases intéressantes mais n'ose jamais vraiment sortir des sentiers battus, préférant la sécurité d'un récit classique à des choix plus audacieux. Hérité de l'expérience de Stormfront Studio sur Le Seigneur des Anneaux les deux tours, le gameplay de Demon's Stone repose sur un système de combat 3 en 1 particulièrement dynamique
qui permet de basculer instantanément entre les personnages pour s'adapter à la menace. Chacun disposant de compétences bien distinctes, Ranek, le guerrier, gère les combats au corps à corps avec son épée, Ilius, le mage, pour attaquer à distance avec ses sorts, Ezai, la voleuse, pour son agilité et ses attaques rapides qui utilisent les zones d'ombre pour déclencher des exécutions furtives instantanées. Cette synergie est la grande force du jeu. Elle donne un bon rythme aux affrontements et évite la monotonie en incitant régulièrement à changer de personnage selon les situations. L'autre point fort du gameplay réside dans son accessibilité. Les combats sont lisibles, les commandes réactives et le système de combo se prend en main très rapidement. Le jeu privilégie le spectacle et l'efficacité plutôt que la complexité avec des affrontements souvent massifs, des ennemis en grand nombre et une mise en scène dynamique. Le jeu intègre aussi un véritable système d'évolution de personnages. En progressant, le joueur gagne de l'or et des points d'expérience permettant d'acheter de nouvelles compétences, d'améliorer les attaques existantes et d'équiper des objets rendant les héros plus puissants et plus résistants. Ce système apporte une vraie sensation de progression et permet de personnaliser légèrement son équipe, tout en donnant une légère dimension jeu de rôle bienvenue entre deux séquences d'action. Toutefois, cette approche a aussi ses limites. Le système de combat, très classique, manque de profondeur sur la durée. Les possibilités évoluent peu et une fois les mécaniques assimilées, le gameplay peut devenir répétitif. S'ajoute à ça une caméra fixe qui peut parfois s'avérer gênante lors des combats dans les espaces restreints. Mais le plus gros point noir reste sans aucun doute l'absence totale de mode coopératif. Alors que le jeu met en scène un trio inséparable, il est impossible de partager l'aventure avec des amis, laissant l'intelligence artificielle diriger les deux autres héros, ce qui s'avère parfois frustrant quand ils ne réagissent pas de manière optimale. De plus, la profondeur tactique est limitée par un level design très couloir où l'interaction avec l'environnement est quasiment inexistante en dehors des scripts prévus par les développeurs. On finit souvent par marteler les mêmes combos pour venir à bout de vagues d'ennemis qui, malgré leur nombre, ne font pas toujours preuve d'une grande stratégie, transformant parfois cette épopée épique en un simple bouton mashing un peu simpliste sur la durée. À l'époque, le jeu se distinguait par ses environnements variés et détaillés, ses effets de lumière corrects et ses personnages bien modélisés avec des animations fluides pour les combats et des attaques spectaculaires qui donnaient un vrai sentiment de puissance. Les cinématiques intégrées au moteur participent également à l'immersion et renforcent le côté épique de l'histoire. Mais cette ambition visuelle se paye par une rigidité technique qui trahit aujourd'hui l'âge du jeu, notamment à cause de ces caméras fixes qui empêchent toute observation libre de l'environnement et causent parfois des angles morts gênants en plein combat. Si les personnages principaux sont modélisés avec soin, les textures des décors paraissent pauvres de près et certains environnements manquent cruellement d'interactivité, donnant l'impression d'évoluer dans des tableaux magnifiques mais statiques. On peut également noter que l'animation faciale reste assez sommaire, ce qui limite l'émotion lors des dialogues. Enfin, la réalisation est entachée par une linéarité absolue et des murs invisibles omniprésents qui rappellent constamment au joueur qu'il est sur un rail scénaristique plutôt que dans un monde ouvert à l'exploration. Cette approche, bien que servant le rythme effréné du jeu, empêche Demon Stone de respirer et de rendre pleinement justice à l'immensité de l'univers dont il s'inspire. Leurs esprits piégés dans la pierre, le grand Slade et Sireka luttaient, se réduisant à l'impuissance pour qu'aucun ne s'échappe. Oui, j'ai créé une prison enchantée pour qu'aucun voyageur ne dérange la pierre. Mais Igorl a dû remarquer ces murs. Il a appris à projeter... La bande-son de Demon Stone fait partie des piliers du jeu, en contribuant largement à son ambiance et à son immersion dans un univers héroïque fantasy sombre et épique. Composée dans une partition orchestrale magistrale, elle capture parfaitement l'essence de la haute fantasy en accompagnant efficacement l'action et en soutenant les combats. Les effets sonores sont immersifs, l'impact des armes, les cris des ennemis et les sorts magiques participent à l'intensité des affrontements. Le point d'orgue de cette réalisation sonore réside sans aucun doute dans son casting vocal d'exception. La narration solennelle de Patrick Stewart apporte une autorité et une noblesse immédiate au récit, tandis que les acteurs incarnant le trio principal livrent des performances convaincantes qui renforcent l'attachement du joueur.
Néanmoins, le doublage français est correct, mais assez inégal. Les voix principales s'efforcent à transmettre l'émotion et l'intensité des scènes, avec un effort notable pour garder le ton épique et sérieux de l'univers Donjons et Dragons, malgré que certaines intonations sonnent artificielles ou un peu forcées. La durée de vie est sans doute l'aspect le plus critiqué du titre. Le jeu se boucle environ entre 5 à 6 heures, mais attention, il ne fait pas dans la demi-mesure. Les ennemis sont nombreux, souvent agressifs, et certaines zones demandent de jongler rapidement entre les personnages pour utiliser au mieux leurs compétences. Demon's Stone laisse peu de marge d'erreur et impose de bien comprendre les patterns des ennemis pour éviter de perdre trop vite face à un boss coriace ou un niveau qui vous impose certaines règles, ce qui peut surprendre un joueur habitué aux standards actuels où les jeux sont souvent plus permissifs ou adaptatifs. Les combats demandent de la précision, une bonne gestion de l'équipement et des compétences et un certain sens du timing. Cela dit, certains pourraient le trouver frustrant à cause de la rigidité des contrôles et de la caméra qui amplifie la difficulté dans les situations chargées. Globalement, la difficulté de Demon's Stone fait partie de son identité, et si elle peut paraître exigeante pour un joueur moderne, elle contribue aussi à rendre chaque victoire satisfaisante. Et enfin, l'absence cruelle d'un mode multijoueur coopératif se fait vraiment ressentir et réduit drastiquement l'intérêt de revenir sur le titre une fois le générique de fin passé. Alors, quoi penser de ce Demon's Stone? Pour les amateurs d'Heroic Fantasy, c'est un titre qui mérite d'être redécouvert. Il n'a jamais connu le succès massif qu'il aurait pu mériter à sa sortie, parce qu'il est sorti à une époque où le public attendait soit du RPG pur, soit du multijoueur à la Dark Alliance. De plus, éclipsé par la licence Seigneur des Anneaux et l'absence de véritable marketing autour de la marque Donjons et Dragons, le flop était assuré. Pourtant, il possède tous les ingrédients d'un Hidden Gem. Un univers cohérent et immersif, des combats nerveux et spectaculaires, un système d'évolution accessible et satisfaisant, un scénario signé par R.A. Salvatore qui apporte une vraie épaisseur à l'aventure. Bien sûr, le jeu accuse son âge, graphisme daté, doublage français inégal, caméra parfois capricieuse et durée de vie relativement courte. Mais ces défauts n'empêchent pas de prendre du plaisir, surtout si on aborde le jeu avec un esprit nostalgique ou une curiosité pour les titres moins connus de l'époque. Si tu es nostalgique de l'époque où les jeux d'action avaient une âme et un rythme soutenu, une mise en scène cinématographique, Demon's Stone reste une pièce de collection indispensable même en 2026. Merci d'avoir regardé, likez, commentez et partagez, abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines aventures, à bientôt dans les pieds dans le pad. Au nom de Bruenor, vous ne passerez pas cette porte. Congratulations, you placed first.